Cher Raphaël, peut-on être libre et surendetté? C'est l'une des questions que l'on va se poser. Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention. Voilà, merci beaucoup cher Nicolas. Oui, c'est une belle thématique pour commencer cette journée. Je suis ravi d'animer cette première table ronde consacrée à la dette. Un sujet qui a complètement disparu depuis 2 ans et le quoi qu'il en coûte prononcé en mars 2020 par le président de la République. Alors merci au MEDEF de le remettre sur le devant de la scène avec un panel aussi prestigieux. C'est un plaisir. Et il était temps. La dette a atteint 2900 milliards d'euros au premier trimestre de cette année. 2901,8 milliards précisément, un montant colossal et plutôt inquiétant qui inquiète les Français, d'autant plus à juste raison. Et bien que depuis le mois de juin, la Banque Centrale Européenne a stoppé son programme de rachat de dette. L'argent magique, c'est fini. Et pas de chance, Gabriel Attal, c'est à ce moment-là que vous êtes nommé ministre délégué au compte public. Et cerise sur le gâteau, vous serez probablement le ministre qui va devoir franchir le mur des 3000 milliards d'euros de dette. Alors un mur symbolique, bien évidemment, mais qui inquiète beaucoup les Français. D'abord, est-ce qu'on l'a franchi déjà ce mur ou quand est-ce que ça arrive? Bon, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour cette édition de la REF, dont je comprends qu'elle est historique s'agissant du nombre de participants, 10 000 participants, ce qui est un très bon signe Absolument. Pour l'économie française, pour sa vitalité et pour l'ensemble des projets qui sont portés par les entrepreneurs dans notre pays. Et je veux dire que c'est toujours un plaisir pour moi de venir échanger avec vous. Ce n'était pas le cas l'an dernier, j'étais à la fête de l'UMA. Autre salle, autre ambiance. Autre salle, autre ambiance, exactement. Mais des débats qui sont toujours évidemment très importants. Je veux revenir sur ce que vous avez dit dans votre introduction. Le sujet de la dette n'a pas disparu avec le quoi qu'il en coûte. On a fait le choix, effectivement, d'être au rendez-vous et d'être présent pour soutenir l'économie française, soutenir les entreprises, soutenir les salariés, ce qui est un choix économique et budgétaire assumé. Dernière étude du CEPREMAP, si nous n'avions pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait eu 10 points de dette supplémentaires. Parce qu'on aurait dû financer l'assurance chômage pour tous les salariés qui auraient perdu leur emploi, parce qu'on aurait dû accompagner toutes les entreprises qui auraient fait faillite. Donc c'est aussi un choix de responsabilité budgétaire que d'avoir été aux côtés de l'économie française, de lui avoir permis de tenir et de lui avoir permis d'être celle qui a redémarré le plus fortement après la crise du Covid. Il y a une dette, il y a toujours des déficits. Vous posiez la question sur les 3 000 milliards. On était, je crois, au 30 mars dernier à 2 902 milliards d'euros. Absolument. On franchira donc la barre des 3 milliards, si ce n'est cette année, plus probablement... Les 3 000 milliards, oui. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Plus probablement l'année prochaine. L'année prochaine. Mais en tous les cas, on franchira cette barre. L'important, c'est quoi? L'important, c'est que la France conserve une crédibilité, une attractivité pour les investisseurs. Nous avons des investisseurs diversifiés en termes géographiques, en termes de structuration. Nous avons leur confiance. Pourquoi? C'est le deuxième point important. Parce que nous sommes engagés sur une trajectoire de stabilisation puis de remboursement de notre dette. On a présenté il y a quelques semaines le programme de stabilité. Je l'ai présenté au Parlement. Nous l'avons transmis à la Commission européenne, qui prévoit en 2026 une stabilisation de notre dette et de revenir sous les 3% en 2027. On aura l'occasion, je pense, dans le débat de revenir sur ce sujet-là, mais c'est aussi ce message de confiance que je veux apporter. Et je crois que les choix qui ont été faits par la France pendant la crise du Covid, pendant la relance économique, ont été salués très largement au-delà de nos frontières. Je renvoie aux propos de Paul Krugman qui a indiqué que les choix de la France avaient été les meilleurs en termes économiques et budgétaires. Il y a un enjeu devant nous de la dette, mais on l'adresse sans tabou. Alors on va continuer ensemble à planter le décor un peu de l'environnement financier côté finances publiques. Le montant de la dette, c'est une chose. À très court terme, ce qui compte, c'est la charge, le service de la dette, comme on l'appelle à Bercy. De combien vont monter les intérêts cette année par rapport à la charge de la dette l'année dernière? C'est vrai qu'on a changé de monde. Et ça, je le relève aussi dans votre introduction. On a changé de monde avec l'inflation, avec la remontée des taux. Oui. On sait qu'une partie de nos obligations sont indexées sur l'inflation, ce qui fait que la charge de la dette a bondi cette année de l'ordre de 18 milliards d'euros en comptabilité nationale. C'est plus de 2 fois. qu'on arrivera à combien pour donner des ordres de grandeur? Cette année, au-dessus des 50 milliards d'euros. C'est 18 milliards d'euros, c'est 2 fois le budget du ministère de la Justice. Et donc, on voit à quel point l'enjeu de la responsabilité budgétaire est immense.
Parce que la réalité, c'est que si on continue à laisser la charge de la dette augmenter, ce sont autant de marges de manœuvre dont nous serons privés pour faire des choix d'investissement et des choix économiques. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans un mécanisme et dans une trajectoire de réduction de la dette via une maîtrise des dépenses et via aussi, je veux le dire, la création de valeur. Notre conviction, c'est que nous rembourserons la dette à long terme et nous serons soutenables à long terme grâce à la création de valeur. J'ai eu l'occasion dans des débats au Parlement d'avoir des débats avec notamment les groupes politiques de gauche qui me reprochaient ou qui nous reprochaient d'avoir fait le choix de baisser les impôts sur les entreprises en nous expliquant que c'était des choix irresponsables en termes budgétaires. Qu'est-ce qu'on constate ? Les recettes augmentent aujourd'hui. On constate que les recettes augmentent. On est face à un moment qui est assez formidable puisque on est en train de faire la démonstration que baisser la fiscalité sur les entreprises, ça permet d'augmenter les recettes de l'État. Et qu'il vaut mieux taxer moins un plus gros gâteau que taxer plus un gâteau qui se rétrécit. On a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. On collecte plus d'impôts sur les sociétés depuis qu'il est à 25% que quand il était à 33%. Donc oui, nous assumons un certain nombre de dépenses ou de pertes de recettes, mais qui vont permettre d'améliorer la croissance potentielle de la France, puisque l'activité économique se développe dans notre pays. Ce sont autant de recettes ensuite pour nos budgets. Je voudrais revenir d'un mot quand même sur la perspective après du coût, de la charge de cette dette. Vous l'avez dit, 18 milliards d'euros de charges supplémentaires cette année, c'est colossal. C'est l'inflation qui provoque principalement cette hausse cette année. Il y a l'inflation, il y a aussi la hausse des taux. Je rappelle qu'un point de hausse des taux sur la dette, c'est 40 milliards de charges supplémentaires au bout de 10 ans. Les taux, ils ont augmenté de 2 points cette année. On est passé de 0 à 2%. Est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, on devra payer 80 milliards d'euros de charges supplémentaires par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui ? On est à 1,9, je crois, au dernier pointage. On a des taux qui restent soutenables. Et là aussi, je veux apporter un message de confiance. Et une dette, des obligations qui doivent être appréhendées dans leur coût sur un cycle économique plus que sur une année. Moi, je veux vraiment apporter ce message de confiance. On garde la confiance des investisseurs, des agences de notation, précisément parce qu'on fait la démonstration qu'on est capable d'avoir une politique de responsabilité budgétaire, mais aussi parce qu'on fait les choix nécessaires de manière structurelle pour améliorer le potentiel de croissance de la France. Alors, vous avez parlé de la politique de l'offre pro-business, la baisse des impôts, qui effectivement rapporte bien davantage de recettes fiscales. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer un peu comment on prépare le prochain budget dans le cadre que nous venons de dépeindre ensemble, qui n'est pas très joyeux, qui n'est pas le plus évident. La semaine dernière, le président de la République a indiqué en amorce du Conseil des ministres, a parlé de la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Est-ce que ça signifie aussi la fin des dépenses ? Parce que les recettes, c'est un levier, mais il y a aussi les dépenses pour réduire le poids des déficits. Il faut maîtriser le rythme d'augmentation de nos dépenses. Notre ligne, elle est claire. On veut que l'augmentation des dépenses publiques soit moins rapide que l'augmentation de nos recettes. C'est ça la règle qui a été fixée, c'est ça qui est dans le programme de stabilité. Et pourtant, tous les budgets des ministères augmentent quasiment, la quasi-totalité des budgets des ministères augmente l'année prochaine. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Le rythme d'augmentation de nos dépenses dans les 5 ans qui viennent, c'est le plus ambitieux, le plus maîtrisé depuis 20 ans, celui qui a été prévu dans le programme de stabilité. L'an prochain, dans le budget que nous présenterons avec Bruno Le Maire dans quelques semaines, les dépenses de l'État baisseront en volume de 2,5% par rapport à la dernière loi de finances rectificative. Il y a des efforts qui sont faits, c'est-à-dire hors inflation, par les ministères. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on a besoin d'un certain nombre de dépenses, encore une fois, pour accompagner nos réformes structurelles et pour investir. Il y a des dépenses qui rapportent et des économies qui coûtent. C'est ma conviction. Et on a vu lors de précédentes crises dans notre pays que d'autres choix qui avaient été faits, qui étaient des choix peut-être sur le papier et au moment T perçus comme plus responsables budgétairement, ont coûté ensuite à l'économie française et donc au budget de l'État bien des années plus tard. Ce budget, on parle beaucoup de 49.3, j'en terminerai par là avant de passer à Laurent Wauquiez. On parle beaucoup de 49.3. Vous pensez que ça va se terminer ainsi ? Moi, Ou des accords seront possibles à l'Assemblée? Je ne fais pas de politique avec une boule de cristal, je fais de la politique avec une boussole. Et notre boussole, on l'a vu encore cet été, c'est la recherche du compromis et la recherche de solutions partagées avec des parlementaires, des groupes politiques, y compris dans l'opposition. Pour trouver des compromis, il faut être deux. On a vu cet été qu'on était capable d'y arriver, puisque le projet de loi de finances rectificative, le projet de loi sur le pouvoir d'achat, ont été adoptés avec des voix venant de l'opposition.
Je constate aujourd'hui, et je vois un certain nombre de déclarations, c'était encore le cas dimanche dans le journal du dimanche, ou en tout cas de déclarations rapportées, indiquant qu'avant même que nous ayons présenté le projet de loi de finances, certains groupes politiques annonçaient qu'ils allaient voter contre pour des raisons symboliques. Si vous avez des groupes politiques qui décident de voter contre pour des raisons symboliques, qui ne veulent pas rentrer dans le débat et dans la recherche du compromis, par définition, vous êtes amené ensuite à actionner des leviers constitutionnels qui sont prévus pour permettre à notre pays de fonctionner. Alors on a la chance d'avoir Laurent Wauquiez autour de cette table ronde qui va pouvoir vous répondre très directement. Est-ce qu'un compromis est possible sur un budget à l'Assemblée nationale? Et plus largement, pendant la campagne présidentielle, les Républicains ont accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse, une expression que vous connaissez bien puisque vous en portez la paternité. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux finalement dans la crise? Sur le compromis d'abord. Moi, je suis pas là ce matin pour prétendre la droite ferait mieux, la gauche ferait moins bien, le gouvernement actuel fait mal. Parce que je pense que si c'était le problème de notre pays, ce serait très rassurant. Si le seul sujet, c'était ce que fait M. Attal ou ce qu'a fait M. Macron, ce serait très rassurant. La réalité, si on est très lucide, c'est qu'on est dans un pays dans lequel on s'est habitué à considérer que la dépense publique était nécessairement synonyme de gaspillage. Et je pense qu'il faut qu'on soit très honnête, parce que si on ne regarde pas notre sujet, on n'arrivera pas à le traiter. Sur le quinquennat qui vient de s'écouler, il y a eu 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Sur ces 600, il y a 200 milliards qui sont le Covid. Et 400 milliards qui sont tout le reste. On atteint 100% de dette sur PIB avant la crise du Covid. Au cours des 3 dernières années, on a 100 milliards d'euros d'augmentation de nos dépenses ordinaires. C'est-à-dire pas du tout le plan de relance, pas du tout le quoi qu'il en coûte. Et en fait, c'est installé, vous en êtes tous convaincus d'ailleurs, une mentalité dans nos têtes où on pense qu'il n'est pas possible de gérer correctement et de redresser la barre. Et ça s'est incarné, et c'est même pas un reproche pour le président de la République, parce que c'est une philosophie qui s'est installée dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'est soldé sur 600 milliards de dettes également. Je le dis très clairement, notre problème est beaucoup plus lourd que la question d'alternance gauche-droite, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais la philosophie française, elle s'est très bien résumée. En France, dans le Covid, on dit quoi qu'il en coûte. En Allemagne, ils disent chaque euro dépensé doit être utile. Et ce matin, le message que moi je voulais apporter, c'est que c'est possible de gérer autrement. C'est possible et ça n'est pas douloureux. Et sur la question du compromis, la seule question qui vaudra, c'est de regarder ce budget et de se dire est-ce qu'enfin on a ce changement? Et le témoignage que moi je voulais vous apporter, c'est le témoignage de la gestion d'une région, la nôtre, celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec un petit tempérament auvergnat, qui a la population de l'Autriche, le PIB de la Finlande. Quand on est arrivé il y a 5 ans à la tête de notre région, c'était la situation exactement commune de la dépense publique, avec le même discours, il y a des dépenses qui rapportent, des coûts qui coûtent, etc. Très bien. Une dette abyssale, pas depuis la création de la région un seul mandat qui s'était écoulé sans une augmentation de taxes ou d'impôts, et des frais de fonctionnement, ce contre quoi M. Attal essaye, il a raison de lutter, qui sans cesse augmentaient. On a fait de notre unique priorité, le fait de dire on redresse d'abord nos finances publiques. Avec une conviction, vous ne redressez pas vos finances publiques, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et on a plongé dans tout ce qui est la folie du gaspillage de l'argent public français, en découvrant des choses auxquelles, pourtant j'ai un peu d'expérience, je ne m'attendais même pas. On a découvert par exemple qu'on paye les trains de la SNCF même quand ils ne roulent pas. Et que donc pour la SNCF, c'est plus rentable d'avoir des trains en grève que des trains qui roulent. On a découvert, vous aurez tout à l'heure Christiane Lambert, que quand on affectait de l'argent sur l'agriculture bio, j'avais plus de permanents dans des structures administratives que d'agriculteurs bio. Et que quand je donnais 1 €, le temps qu'il arrive à l'agriculteur, il y avait 80 centimes qui s'étaient évaporés sur les process administratifs. Avec Florent Ménégo de Michelin, on s'est aperçu qu'on avait dans notre région 15 agences administratives qui, soi-disant, s'occupaient d'économie. Avec l'aide de Patrick, de Jean-Luc, on a nettoyé tout ça. On a travaillé en partenariat avec les réseaux des MEDEF, des CPME, des CCI, pour éviter nous-mêmes de refaire les mêmes choses et de doublonner nos services administratifs. On a par exemple pris, Geoffroy, sujet que tu connais par cœur, la formation professionnelle. On a juste fait ce petit devoir simple de se dire quand on finance une formation, à l'arrivée, les gens trouvent un emploi ou non. Ça nous a permis de baisser de 30% le budget de la formation avec une amélioration au contraire de l'efficacité. Le résultat, c'est quoi? Et c'est un message extrêmement positif. En 3 ans, on a baissé de 15% les dépenses de fonctionnement dans la région.
On a géré la région sans 1 euro de dette supplémentaire sur les 5 ans, crise du Covid comprise. Et on est arrivé à le faire sans aucune augmentation de taxes ou d'impôts. On a été accompagné par une agence de notation, Standard & Poor's, qui aujourd'hui classe notre région avec une note sous-jacente qui est meilleure que celle de l'État français. Et l'IFRAP a regardé ce qui a été fait sur la région et a dit, bah voilà, ça c'est la région la mieux gérée et c'est possible. Et le message que je veux vraiment partager avec vous, c'est que contrairement à ce qu'on pense, quand vous avez une telle masse de dépenses publiques, il y a du gaspillage partout. Et donc il est parfaitement possible de réussir à faire ces économies sans qu'il y ait de drame. On n'a pas fermé de lycée, on n'a pas fermé de ligne de chemin de fer. On a juste créé une culture qui est la vôtre, celle que vous appliquez tous les jours, qui est de se dire comment on peut faire mieux et que ça nous coûte moins cher. Et c'est parfaitement faisable dans la sphère publique. Et la nouvelle supplémentaire qui est extrêmement positive, c'est qu'évidemment vous enclenchez une spirale vertueuse. Parce que quand on a baissé nos dépenses de fonctionnement, notre note s'est améliorée. Du coup, nos frais financiers nous ont baissé et nous ont permis de dégager des capacités d'investissement supplémentaires. Et là où avant, nos investissements d'avenir représentaient à peine 30% de nos dépenses de fonctionnement, aujourd'hui, ils sont 1/3 supérieurs à nos dépenses de fonctionnement. Et donc, on a pu lancer un grand plan d'investissement sur les infrastructures, sur l'hydrogène, sur la décarbonation industrielle. Et donc, ce que je veux vraiment secouer ce matin, aujourd'hui, il n'y a aucune fatalité au gaspillage de l'argent public. Il n'y a pas d'impuissance politique en la matière. Si on veut, c'est possible. Et l'excellente nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins douloureux que ce que l'on pense, parce qu'en réalité, il y a des sources d'économie absolument partout. Question courte, réponse courte, Laurent Wauquiez. Question courte, réponse courte, Laurent Wauquiez, simplement, sur le gaspillage d'argent public. Les Républicains avaient proposé un blocage des prix de l'essence à 1,50 €. Quelle est votre position là-dessus? Bercy avait calculé 40 à 50 milliards de dépenses. Est-ce que c'était la bonne voie, selon vous? Non, Très rapidement. Moi, ma seule réponse, c'est qu'on a besoin de transparence. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est l'État, par le biais de l'augmentation du prix de l'essence, encaisse des recettes supplémentaires. On s'en sert pourquoi? Ma conviction à moi, elle est très simple. C'est que, indépendamment des sujets de dépenses publiques, si vous voulez réactiver le moteur de l'économie française, il y a une priorité, c'est le travail. Il y a une seconde priorité, c'est le travail. Et il y a une troisième priorité, c'est le travail. Et juste un point dessus, notre taux d'activité en France, s'il était au même niveau que l'Allemagne, on y reviendra plus tard, on serait juste à l'équilibre budgétaire. Le problème en France, c'est qu'on a un système social qui a déstructuré le rapport au travail. Et je pense qu'il n'y a personne ici qui ne vit pas les problématiques d'embauche, les problématiques de recrutement, qui sont devenues totalement ubuesques, qui nous coûtent une fortune, et qui, si on s'occupait de ce nœud gordien, pour reprendre l'expression de Pompidou, je suis convaincu qu'on déverrouille une large partie des problèmes de la France. On en parlait tout à l'heure, Laurent Wauquiez. Merci beaucoup. Anne-Laure Kiechel, on vous passe la parole. Je le rappelle, vous êtes la fondatrice du cabinet Sovereign Global Advisory. Vous êtes une ancienne associée gérante de Rothschild en charge des dettes souveraines. Quel jugement vous portez sur la situation du pays? Surtout, vous qui avez l'expérience internationale, vous conseillez les gouvernements tout autour du monde. Est-ce que vous avez rencontré dans vos missions des situations qui ressemblaient à celles de la France? Est-ce que c'est inquiétant? Je crois qu'il est très important de poser le problème de la dette, peut-être de manière un peu différente que ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire dans son ensemble. Parce qu'on parle beaucoup de dette, on parle beaucoup de fiscalité, mais si on ne parle que de ça et pas d'économie, en fait, on rate une partie du problème. Parce que, et c'était un des problèmes de la Grèce, bien sûr qu'il y avait, que j'ai conseillé, il y avait énormément de dettes. Mais le vrai sujet était qu'il n'y avait pas d'industrie et qu'il n'y avait pas d'exportation. Et donc, quand on a un problème de balance commerciale, évidemment, on a un problème après beaucoup plus large. Et je crois que c'est de temps en temps, dans le débat sur la dette, on a tendance à l'oublier. Tout comme on a de temps en temps tendance à considérer qu'il y a des chiffres magiques. On a considéré que 100% de dette sur PIB, c'était un chiffre magique. Ce n'est pas du tout un chiffre magique. Il y a des pays qui vivent très bien avec 200% de dette sur PIB, comme par exemple le Japon. Mais parce qu'ils ont fait des choix différents qui consistent à avoir une dette qui est détenue par les investisseurs japonais, etc. Donc en fait, il n'y a pas de chiffre magique. On en discutait tout à l'heure avec Eric sur l'histoire de la dette. Les États-Unis, avant la guerre de sécession, considéraient que plus de 3% de dette sur PIB, c'était une catastrophe. Donc on voit bien que quand on prend cette perspective historique-là, on peut faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. C'est pour ça que je me méfie d'eux quelque part. Tout comme, et on en parlera peut-être sur des sujets de pacte de stabilité et de retour à des chiffres, il faut les comprendre dans son ensemble. Donc tout ça pour dire que
la dette en tant que dette n'est pas quelque chose qui doit être inquiétante. Le sujet, c'est de savoir quel est l'usage de cette dette. Et c'est ça le problème le plus fondamental. Vous pouvez avoir 50% de dette sur PIB, mais c'est quelque part, entre guillemets, de la mauvaise dette, parce que c'est une dette qui n'est pas productive. Et donc cette dette-là, elle sera en trop, elle sera certainement à annuler, enfin, il faudra la faire disparaître. Si vous avez de la dette qui est liée à des investissements, et si vous utilisez ça pour de la transition énergétique, pour transformer les filières, là, il ne devrait pas y avoir de limite, parce que c'est de toute manière de la dette de transition qui va après mécaniquement diminuer. Et donc, je trouve que c'est un problème que de temps en temps, on ne prend pas de la bonne manière. De la même manière, et ce commentaire a été fait au début, il faut en effet regarder le service de la dette. Je veux juste attirer l'attention de tout le monde, parce qu'en effet, la dette française est très bien cotée, et tant mieux pour nous. Mais on est dans des niveaux de dette de 2%, typiquement quand on regarde les taux à 10 ans, qui sont quand même très bas historiquement. Donc on était en effet quasiment à des taux nuls ou négatifs, mais quand on regarde 2008, c'est finalement pas si loin, on était à des taux de 4%, 5%. Donc attention, parce que si ça remonte, en effet, ça fait évidemment peser un poids supplémentaire. Donc il faut qu'on sache aussi dans quel environnement on évolue, et ça, quand on parle de la dette, on ne peut pas en faire abstraction. L'environnement de l'inflation, bien sûr, mais cet environnement de taux. Et on est encore dans un environnement de taux exceptionnel, ce qui n'est d'ailleurs quasiment plus le cas aux États-Unis, qui a déjà fait beaucoup d'augmentation de taux et qui sont redevenus à des taux déjà beaucoup plus importants. Donc je crois que c'est ça qu'il faut considérer. Et à la question que vous me posiez de est-ce qu'il y a des situations similaires, chaque pays est différent. C'est aussi pour ça qu'il faut se méfier de comparaison quand on compare avec l'Allemagne, parce que quand on compare la dette allemande, la compétitivité allemande s'est faite parce qu'il y avait des accords commerciaux avec la Chine, parce qu'il y avait une monnaie qui leur a été plus favorable peut-être qu'à d'autres pays européens. Elle s'est aussi faite parce qu'il y a eu le sujet, et maintenant il est visible, de l'énergie et du gaz russe. Donc les situations sont finalement moins comparables que ce qu'on veut bien dire. Il faut faire très attention et il faut avoir la structure de la dette qui est appropriée à l'économie qu'on a. Alors Éric Monnet, merci beaucoup Anne-Laure Kiechel. Éric Monnet, je rappelle, vous êtes le meilleur jeune économiste 2022, félicitations. La dette, donc on le voit, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise dette. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Et est-ce qu'on est dans du bon ou du mauvais côté cholestérol quand on tangente les 3 000 milliards avec des taux qui montent, une inflation au plafond? Est-ce que c'est pas très inquiétant tout ça finalement? Alors, bon, votre question le suggère, la dette publique, c'est un peu un drôle d'animal pour les économistes. Alors, on fait des métaphores médicales, souvent morales aussi, on la compare à la dette d'un ménage, etc. Et toutes ces métaphores ou ces comparaisons, souvent, elles ne fonctionnent pas très bien. Parce que, et ça, c'est quelque chose sur lequel les économistes ont beaucoup travaillé, la dette publique, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est comme la fiscalité, il n'y a pas vraiment d'autre équivalent dans la société que cette dette-là. Et par exemple, toutes les comparaisons avec la dette d'un ménage, d'un particulier, ne fonctionnent pas vraiment. C'est ce qu'on voit justement quand on prend une échelle, ce qu'on appelle macroéconomique, plus financière, celle que vient de décrire Anne-Laure Kiechel, qui est vraiment très importante pour comprendre cet objet qu'est la dette publique. Et je ferai 2 points comprendre les enjeux macroéconomiques de cette dette publique. Le premier point, c'est justement pour insister sur le fait qu'on peut mal la comparer à la dette d'un particulier, c'est que finalement la dette publique, quand on réfléchit, vu que c'est des investissements futurs, on la compare peut-être plus souvent au capital d'une entreprise qu'à de la dette d'une entreprise. Et ça, une manière toute simple de s'en rendre compte, c'est que avoir une dette élevée, c'est un privilège de riche. Et c'est une marque de puissance, comme une grande entreprise qui a une forte capitalisation. Aujourd'hui, il y a plein de pays dans le monde qui aimeraient avoir une dette publique à 30% du PIB. Il faut être un pays très riche, comme le Japon, comme l'Europe, les États-Unis, pour avoir une dette élevée. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le but est d'avoir le niveau de dette publique le plus élevé du monde, mais historiquement, ça a toujours été vrai. C'est un signe de richesse, donc un signe extérieur de richesse. C'est un signe extérieur de richesse. Alors la France se porte bien. Mais évidemment, pour que ça soit conçu comme tel, il faut que cette dette, et ça on en a parlé, soit pas fait pour du gaspillage, du court-termisme, et soit vue par les investisseurs, mais aussi par les citoyens, comme des investissements de long terme. Et c'est ça, je pense que là, il y a un accord là-dessus, c'est ça qui est la clé. Et c'est ça qui doit faire l'importance dans le débat public. Et cette notion de long terme de macroéconomie, elle est aussi importante pour le deuxième point que je voulais faire, sur le fait qu'on ne peut pas raisonner sur la dette publique sans prendre en compte le reste de la société. C'est ça que fait la macroéconomie, c'est ne pas prendre en compte l'État tout seul, mais prendre en compte les entreprises, les ménages, etc. Et là, il y a sûrement des cas qui étaient décrits où on peut avoir des
les cas où on peut réduire la dette publique sans avoir de transfert ailleurs, mais pour beaucoup de cas, si on réduit la dette publique, on crée de la dette ailleurs. Et dans des secteurs où l'État fonctionne plutôt bien, même s'il y a sûrement des manières de fonctionner mieux, comme la santé et l'éducation, si on réduit la dépense publique là-dedans, on crée de la dette ailleurs. Un exemple très important, si on était aux États-Unis aujourd'hui, ils ont la même dette publique en pourcentage du PIB que nous, mais ils parlent très peu de dette publique là-bas. Ils parlent de quoi? De la dette des étudiants. Pourquoi de la dette des étudiants? Parce que l'État s'est retiré, s'est retiré du système de l'éducation. En France, on a encore, à mon avis, insuffisamment, on finance l'éducation publique dans le supérieur, mais on a quand même des frais d'inscription plus faibles. Aux États-Unis, en Angleterre, l'État s'est beaucoup retiré et les étudiants sont, alors là, c'est complètement surendetté et dans des conditions de perdre la liberté. On est à 10% du PIB. Les prévisions pour l'Angleterre, c'est 20% du PIB dans 15 ans de dette des étudiants en pourcentage du pays. Voilà ce qui peut arriver si l'État se retire d'un secteur qui est bien assuré par le système public. Et là, les conséquences en termes d'inégalité sociale, mais aussi de stabilité financière. Parce que la dette des étudiants, je peux vous dire qu'elle n'est pas repayée comme la dette d'un État sûr et souverain comme est la France. Et qu'est-ce que fait les États-Unis aujourd'hui? Biden, il est en train de racheter la dette des étudiants pour des raisons d'inégalité et de stabilité financière. Et ça, il faut vraiment avoir en tête cette vision macroéconomique que la dette peut se déplacer. Et dans une société où tout le monde dit c'est une société vieillissante, ça, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire ici, si quelqu'un a une solution radicale qui l'a dit, mais on va faire une société vieillissante, donc les dépenses de santé vont augmenter. On sait que c'est une société qui va vers une société de la connaissance, les dépenses d'éducation vont augmenter, l'environnement, on n'en parle même pas. Donc dans cette question, voilà, c'est là, je pense que c'est comme ça qu'il faut poser aujourd'hui le débat de la dette publique et comment justifier aux citoyens quelles dépenses sont justes, quelles dépenses sont bien, mais quelles dépenses sont des investissements nécessaires à long terme que seul l'État peut prendre en charge parce que sinon, eh bien, ça sera de la dette qui explosera ailleurs avec des risques, comme on le disait, d'inégalité, d'inefficacité, mais aussi de stabilité financière. Ah oui, la dette, effectivement, je me tourne vers vous, Gabriel Attal. On va parler de l'avenir de la dette maintenant. Effectivement, avec les crises à venir que vous mentionnez, Éric Monney, on parle beaucoup aujourd'hui à l'arrêt du MEDEF de la crise énergétique. Ça n'est pas la seule. La révolution numérique qui nous attend, les investissements colossaux que nous allons devoir mener pour la transition environnementale au sens large, à moyen et long terme, vont probablement alourdir encore notre dette. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, les impôts rentrent bien. Ça permet de financer tout ça, mais pour la suite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? La dette va-t-elle devoir augmenter? Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles à ce moment-là au niveau européen? Peut-être pour rebondir très rapidement sur le débat qu'on a eu depuis une demi-heure. Prenons 2 quinquennats, 2 crises. La crise de 2008, celle qu'on a vécue. Effectivement, dans chacun de ces quinquennats, on se retrouve à la fin avec 600 milliards de dettes supplémentaires. Mais dans un cas, le quinquennat qui vient de s'écouler, on se retrouve avec 2 points de chômage en moins, là où dans le quinquennat d'avant, c'était 2 points de chômage en plus. Dans un cas, on se retrouve avec une croissance locomotive en Europe, dans l'autre, on se retrouvait avec une récession. Je ne dis pas ça pour dire on fait mieux que ce que faisait notre pays et le gouvernement à l'époque où M. Wauquiez était au gouvernement. Non, parce que la réalité, c'est qu'on apprend aussi dans notre pays. On apprend de la gestion des crises qui sont advenues auparavant et probablement que si nous avons fait les bons choix dans le cadre de cette crise, c'est aussi parce que nous avons appris de la manière dont les choix ont été faits dans des crises précédentes. Mais c'est simplement pour remettre les choses en perspective. Je pense que c'est important de se dire aussi à quoi ont servi nos choix budgétaires. Ils ont été bons pour les finances publiques, bons pour l'économie française et bons pour notre pays à long terme. Sur les économies ensuite, oui, on peut baisser, on peut maîtriser la dépense publique. Ça nécessite de faire des choix politiques. On en a fait un certain nombre depuis 5 ans. Et moi, j'aurais aimé qu'on bénéficie de davantage de soutien, y compris face à des choix difficiles. Je donne un exemple. Début du quinquennat d'Emmanuel Macron, du 1er 2017. On fait un choix, qui était un choix difficile politiquement, de mettre fin aux emplois aidés dans notre pays. C'était dur. On a eu tout le monde contre nous. C'est 2,5 milliards par an qu'on a économisé en passant de 300 000 emplois 400 000 même à l'époque, ils sont revenus à 100 000. À 60 000. On est descendu à 60 000. On n'a bénéficié d'aucun soutien politique, d'aucun parti politique de l'opposition, d'aucun président de région, d'aucun... Voilà. C'est difficile de faire des choix, on est prêt à les faire, mais encore faut-il nous accompagner quand on affirme vouloir réduire la dépense publique. On a fait la première réforme de l'assurance chômage il y a 1 an, face aux syndicats qui étaient opposés.
Pas de soutien politique non plus. Donc moi, je veux entendre dans les propos qui sont tenus un soutien à venir pour la réforme nouvelle de l'assurance chômage, pour la réforme des retraites, pour la réforme du RSA que nous avons annoncée, pour la maîtrise des dépenses publiques. Pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup vu dans l'hémicycle. Et moi, je trouve que c'est un peu facile parfois d'affirmer sur des plateaux qu'on est pour des économies. Et quand on se retrouve dans l'hémicycle, vous avez rappelé tout à l'heure les amendements qui étaient portés par des groupes d'opposition, y compris qui se prétendent responsables budgétairement, on est face à une vaste partie de qui veut cramer des milliards. 100 milliards d'euros d'amendements de dépenses supplémentaires et de pertes de recettes pour l'État. Aucune proposition d'économie dans le projet de loi de finances rectificative cet été. Donc oui, il faut qu'on travaille tous ensemble pour adresser ce problème. Il faut le faire avec lucidité, sans tabou et avec cet esprit de compromis. On y est prêt. Je reviens sur ma question sur l'Europe, sur la question sur l'Europe. Bon, quelle position de la France? Les critères de Maastricht, qui sont très anciens, ils ont mon âge, ils ont été assouplis un certain nombre de fois. Il faut d'abord être pragmatique. Pour faire évoluer ces critères, il faut l'unanimité. On sait qu'il y a des divergences assez fortes entre les pays nordiques, entre d'autres pays, sur l'évolution de ces critères. Moi, je pense que les 3%, c'est un bon critère de pilotage d'une politique budgétaire. C'est par ailleurs, on le sait, le ratio qui nous permet de commencer à rembourser notre dette économiquement, donc c'est important de le garder. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire évoluer la prise en compte de dépenses qui sont nécessaires pour accompagner ce qui était évoqué tout à l'heure sur la transition écologique, sur la formation. On sait qu'on a des dépenses qui sont nécessaires si on veut accompagner notre pays dans la mutation écologique, si on veut investir massivement dans la formation, dans la qualification des salariés pour améliorer le potentiel de croissance de la France. C'est ça les débats qui sont menés au niveau européen aujourd'hui par Bruno Le Maire et c'est ça la position de la France. Bon, Laurent Wauquiez, une réaction qui veut cramer des milliards à l'Assemblée. Stop ou encore. Et puis un mot sur la réglementation européenne qui va être au cœur des dossiers l'année prochaine. Moi, ma conviction, et le sujet n'est absolument pas de se livrer à un jeu de patates chaudes qui est sincèrement pas du tout à la hauteur du sujet qu'on a devant nous. Ma conviction, c'est que si on veut redresser tout à la fois les finances publiques et l'économie, le point essentiel, c'est la différence entre le travail et l'assistanat. Il y a 10 ans, il m'arrive d'avoir des formules qui n'ont pas la prudence que suppose la diplomatie politique, mais j'avais dit l'assistanat va être un cancer pour notre économie. Aujourd'hui, on y est. Et ce que je redoute un peu, c'est que dans notre pays, quand on dit bah oui, mais on peut faire quand même de la dépense publique et de la dette parce que quand même ça peut avoir un effet positif, il ne faut pas se tromper. Dans les arbitrages politiques à la fin, ça finit toujours avec des primes gouvernementales et des chèques. Le résultat aujourd'hui dans notre pays, si on est très clair, c'est qu'il n'y a plus aucune incitation au travail. Quelqu'un qui est au SMIC n'a pas intérêt dans notre pays à travailler. Notre système d'assurance chômage est un système qui décourage totalement et qui encourage le fait de faire des allers-retours. Je fais des périodes de travail, je fais des périodes où je récupère l'argent que j'ai cotisé. On en est quand même là en termes de formule. On n'en est même plus au stade de la rupture conventionnelle. J'échangeais avec un certain nombre d'amis industriels qui me disaient maintenant c'est même plus des ruptures conventionnelles, ils ne se donnent même plus cette peine, on fait des abandons de postes. Et tout ça a des coûts pharaoniques. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'esprit de notre système de solidarité qui faisait la fierté de la France, dans lequel on aide temporairement des gens qui sont temporairement en difficulté. On est dans un système où on joue structurellement avec un système qui lui-même est devenu absurde. Et je reprends ce point parce que c'est très important qu'on le partage ensemble. Le taux d'activité de l'Allemagne est à 77%. Le taux d'activité de la France est à 67%. Vous gagnez ces 10 points de différence, M. Attal n'a plus de travail et il peut dormir tranquille. On est à l'équilibre budgétaire. C'est le consensus absolu de tous les économistes. Et donc pour que M. Attal puisse bien dormir, et moi je suis tout prêt à y contribuer, eh ben, il y a un seul domaine sur lequel il faut se concentrer, et c'est le seul sur lequel on doit faire porter nos discussions, c'est comment vous remettez le travail au cœur de la société française. Tout le reste, c'est du gadget et c'est de la littérature. Alors Kichel, je reviens aux règles européennes, vous qui conseillez plusieurs gouvernements européens, ces règles des 3% de déficit et 60% d'endettement qui s'appliquent à tous les pays de la zone monétaire qui sont dans des situations très différentes. Est-ce que ça peut continuer, le one size fits all, ou est-ce qu'on doit se diriger vers davantage de sur-mesure ?
D'ores et déjà, dès que ces règles ont été imposées, elles posaient quand même déjà une vraie question, parce que à ce moment-là, la France, l'Allemagne avaient à peu près entre 40 et 50% de dette sur PIB. Déjà, l'Italie, l'Espagne étaient plutôt au-delà de 100, 120, Grèce, etc. Donc vous aviez déjà une divergence au sein de la zone euro. Ces divergences se sont accentuées avec le temps. Le seul pays qui, si on regarde la comparaison avec l'Allemagne, a quelque part gardé une différence d'endettement similaire ou l'a un tout petit peu réduit avec l'Allemagne, c'est le Portugal. Sinon, pour tous les autres pays, il y a une divergence extrêmement forte. Donc est-ce qu'on peut vraiment, dans des environnements économiques qui sont complètement différents, alors que vous avez des économies qui sont divergentes, qui ont des problématiques qui sont extrêmement différentes, parce que les chiffres que vous citez sur l'Allemagne sont tout à fait vrais, mais quand on regarde typiquement les salaires aussi allemands, quand on regarde la structure de l'économie allemande, elle est très différente de la nôtre, parce que typiquement sur les sujets énergétiques, ils ont construit une économie de manière très très différente, avec une subvention quelque part de l'énergie qui leur a été fournie. Donc c'est là où il faut qu'on fasse attention, parce que si on compare les choses, les économies sont en fait extrêmement différentes. Donc je pense qu'on ne peut s'en sortir très franchement qu'avec du sur-mesure. Alors est-ce que le sur-mesure, c'est le fait de dire il y a un ratio qui va s'appliquer, et puis par rapport à ce ratio, on a certaines souplesses pour certaines dépenses. Parce que l'Allemagne, si on reprend l'Allemagne, n'avait pas de dépenses militaires non plus. Maintenant, découvre qu'il y a la nécessité d'une dépense militaire. C'était la même chose pour la Grèce. On a demandé à la Grèce de baisser massivement son budget militaire. Bon, il y avait quand même un sujet de Turquie à côté. C'était un vrai sujet de souveraineté sur le coup pour eux. Donc c'est là où il faut faire très attention avec ces chiffres. Donc on peut les traiter avec un ratio et on dit au-dessus, il y a des dépenses militaires ou des dépenses communes ou une caisse de réserve pour des crises. Tout ça peut se faire. Ou on a des gestions plus sur mesure. Le sujet du sur mesure, c'est qu'il faut que quelqu'un détermine si le sur mesure est acceptable ou pas. Et ça peut donner lieu à des pays qui peuvent un peu se sentir sous tutelle ou examinés et pas forcément vouloir se soumettre à cette règle. Voilà pourquoi, typiquement, un pays comme l'Italie a fait ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur le Japon, renationaliser énormément sa dette pour être plus maître de son destin. Donc il n'y a pas de formule parfaite, elle sera, et c'est ce que vous disiez, elle sera le fruit d'un compromis. Je pense qu'il faut par contre considérer que 3%, 60% parce qu'à l'époque on était sur des 5% de croissance, donc c'est plus du tout ce qu'on est en train de regarder là. L'inflation n'est plus du tout la même, parce qu'on est resté proche des 2%, si ce n'est en dessous pendant des décennies, on est maintenant très 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 au-dessus. Donc économiquement on n'est plus du tout dans le même environnement, il faut trouver des équilibres différents. C'est un nouveau monde qui s'ouvre. C'est clairement un nouveau monde, et c'est un monde qui fait apparaître, ce qui était déjà le cas, mais des divergences économiques et structurelles extrêmement fortes. C'est pour ça que la comparaison entre les pays est vraiment très très difficile à faire, et que l'Italie n'a rien à voir en structure industrielle, économique avec l'Allemagne, qui a encore moins à voir avec nous. On a chacun nos problèmes à régler, et on a ce problème d'industrialisation, donc de compétitivité, de balance commerciale à régler, sans quoi on risque d'avoir, nous, de vrais sujets. Et encore une fois, sans nous comparer avec la Grèce, le sujet n'est pas là, mais quand vous avez un pays dont 25% du PIB dépend du tourisme, et que vous n'avez toujours pas réglé ce sujet-là après avoir eu vraiment des ajustements fiscaux, mais colossaux. La Grèce n'est toujours pas revenue au salaire minimum de 2011. Donc c'est vraiment colossal. Ils sont encore très en dessous de ce qu'ils avaient en salaire minimum. Vous ne pourrez pas avoir de solution, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc il faut s'attaquer aux vrais problèmes, et la balance commerciale pour la France est un des sujets à traiter. C'est un changement de méthode complet, donc il faut, je le pense. Selon vous, Éric Monnet, l'avis de l'économiste là-dessus? Oui, alors, sur ce point, je voulais effectivement insister, ça me paraît fondamental qu'aujourd'hui, il y a des pays dont il y a des secteurs, soit l'énergie et le tourisme, qui sont très très soumis aux incertitudes qui vont arriver sur l'environnement. Et ça, en termes de prospective de dette publique, c'est quelque chose de fondamental, et il faut vraiment prévoir ça. Sinon, ça va nous amener à des drames, et effectivement, ceux qui sont mentionnés vont être très importants. Sur les règles budgétaires européennes, c'est un débat fondamental. À mon avis, on n'a pas suffisamment, vraiment, je pense qu'il faudrait un débat politique très important sur cette question, des positions extrêmement claires de la France, pour deux raisons. La première, ça a été dit, c'est dit partout, elles sont caduques, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas. On a vu énormément d'effets pervers de ces règles, elles ne sont pas respectées. Deuxième raison pour laquelle il faut avoir ce débat de manière urgente, vous le mentionniez au début, c'est la question de la Banque centrale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de dette publique sans parler de Banque centrale, parce que les banques centrales aident très fortement à faire que la dette publique reste liquide, fiable, etc. La Banque centrale européenne, ce qu'elle a fait en juillet, elle n'a pas dit on arrête de financer la dette publique, on arrête d'aider les États, elle n'a pas dit ça. Elle a dit on va continuer à le faire, mais pour avoir la légitimité de le faire, parce que ce sont des gens qui ne sont pas élus, il faut que ça respecte des critères qui sont fixés
par les politiques élus par le peuple, par les représentants du peuple. Donc les règles budgétaires européennes. Mais on est dans une période où les règles budgétaires sont suspendues et étaient critiquées de toutes parts. Donc si là, il n'y a pas des décisions rapides pour réformer ces règles, les rendre à nouveau effectives, la Banque Centrale Européenne va se retrouver dans une situation paradoxale où elle choisira toute seule quelle dette elle achète, quelle dette elle n'arrête pas. Et c'est, là, je veux dire, démocratiquement, ça sera un énorme problème pour l'Europe. Donc ce débat, il est totalement nécessaire. Alors, jusqu'où aller, mais si on lance des pistes, c'est vrai que quelque chose qui fait consensus aujourd'hui, évidemment, des économistes, c'est plutôt plutôt que de passer à des règles, qui étaient des règles de déficit sur le 3%, etc., passer sur des règles de dépenses. Prévoir des dépenses futures, justifiées en prévision des dettes. D'un point de vue macroéconomique, c'est plus justifié, mais ça ne résout pas le débat. Parce qu'une fois qu'on rentre dans les détails, quelles dépenses, comment on les comptabilise? Et là, ça devient très politique. Mais que toutes les entreprises connaissent bien, de comment on comptabilise l'investissement, elle est cruciale. Mais ça, il faut rentrer dans ces débats. Et il faut rentrer dans ces débats, certes techniques, parce qu'ils vont déterminer de manière très très forte le futur de nos sociétés. Allez, merci beaucoup Éric Monnet. Il nous reste 5 minutes pour un mot de conclusion chacun. Dans le décor qu'on vient de dépeindre, avec les défis qui nous attendent, la crise énergétique, la transition environnementale, la dette, c'est potion ou poison pour l'avenir, stop ou encore. Laurent Wauquiez, un mot de conclusion. Je vais varnier un peu le terrain de jeu en conclusion. J'entends tous les raisonnements, toutes les approches, toutes les subtilités de différenciation. Juste, si vous regardez historiquement, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de notre pays où une ruine des dépenses publiques ne se soit pas traduite ensuite par un chaos, systématiquement. Charles VI ruine le pays, on prend la guerre de 100 ans. Philippe d'Orléans ruine le budget de Louis XV, on prend la Révolution française. Il n'y a aucun exemple où une mauvaise gestion ne se soit pas traduite ensuite par un chaos. Et à l'inverse, on a dans notre pays plein de sources d'espoir extraordinaires dans lesquelles, alors que ça semblait impossible, on est arrivé à restaurer nos comptes publics et redonner ainsi un élan. Henri IV restaure l'équilibre des comptes publics et permet ensuite la domination française de Louis XIII et Louis XIV. Geoffroy a pondu un excellent livre sur De Gaulle, dans lequel il rappelle, parce que ça n'est absolument pas l'image du général de Gaulle. Rapidement, Laurent Wauquiez, parce que bien sûr, vous inquiétez pas, vous n'allez pas me couper au moment où je cite le livre du président du MEDEF. Si vous voulez être réinvité l'année prochaine, moi, si j'étais vous, je serais prudent. On a l'image du général de Gaulle qui dit « l'intendant suivra », c'est pas du tout ce qu'il fait. Avant d'instaurer l'élection au suffrage universel de 1962, et tu l'as parfaitement rappelé, il commence par le plan Pinay-Rueff et il remet à l'équilibre les comptes publics. Et donc le message que je veux partager avec vous, qui est un message foncier d'optimisme, non seulement il faut, mais c'est possible. Des pays qui étaient en situation bien plus apocalyptique que nous ont changé la donne. L'Allemagne de la fin des années 90 est un pays qui est très mal géré. Ils redressent les comptes, ils assoient leur domination industrielle, commerciale, et ils peuvent investir. Le Royaume-Uni de la fin des années 70 est un pays qui est ruiné et qui se redresse. C'est possible, il n'y a aucune fatalité à l'impuissance publique. On peut le montrer aussi bien dans la gestion d'une collectivité locale que dans la gestion de notre pays. Il faut et c'est possible. C'est quand même un petit message d'optimisme dans cette rentrée. Merci. Question courte, réponse courte. Anne-Laure Kichel, Éric Monnet, et puis on termine par vous, Gabriel Attal. La dette, stop ou encore? Oui, pour de la bonne dette, et on ne peut pas se limiter à un ratio quand il s'agit de dépenses d'éducation et de santé. Merci pour cette réponse courte, Éric Monnet. Bon, un petit peu d'histoire aussi, parce que on peut rééquilibrer les dépenses publiques, mais des niveaux de dette publique, de toute façon, ça ne disparaîtra pas très rapidement. Évidemment. Et historiquement, il y a deux cas, 20e siècle, je reste au 20e siècle. Qu'est-ce qui se passe quand des pays ont 150% du PIB aujourd'hui? Deux voies, et il va falloir trouver une voie médiane, je vous préviens. La première, c'est fin de Seconde Guerre mondiale, très forte inflation, très forte taxation des plus riches. C'est comme ça qu'on déparait la dette publique. Deuxième voie, à la japonaise, on assume, société vieillissante, beaucoup de dettes publiques, on renationalise la dette publique. Elle est financée par les Japonais eux-mêmes. Et là, on vit avec 200% du PIB des dettes publiques sans problème. Gabriel Attal, le mot de la fin, monsieur le ministre des Comptes publics. J'ai démarré ce débat en disant qu'un pays qui veut tenir ses comptes et rembourser sa dette est un pays qui doit créer de la valeur. Et je pense que s'il y a un point qui fait consensus dans le débat qu'on a eu, c'est bien celui-là. Nous devons continuer à créer de la valeur, nous devons continuer, oui, à mettre le travail au cœur de la société. Ces 5 dernières années, on a montré non pas de l'impuissance publique, mais de la puissance publique, le retour de la puissance publique pour accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans la création de valeur et dans les embauches.
On a fait la réforme des ordonnances travail. On a baissé la fiscalité sur les entreprises, notamment avec la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et le message que je veux passer, c'est qu'on va continuer. On va continuer puisqu'on le voit aujourd'hui, c'est ce qui permet des recettes qui nous permettent de tenir nos comptes et de rembourser notre dette. Je le dis, je fais déjà face, avant que le débat sur le budget ait démarré, à des critiques sur notre projet de supprimer la CVAE, c'est-à-dire de baisser les impôts de production de 10 milliards d'euros. On m'explique que c'est un mauvais choix budgétaire parce que ça va coûter à l'État. Je le dis devant vous aujourd'hui, nous baisserons les impôts de production de 10 milliards d'euros, nous supprimerons la CVAE parce que c'est un bon choix économique et que c'est un bon choix budgétaire. Nous assumerons ce choix-là. Et nous poursuivrons les réformes. Et le dernier message que je veux passer, c'est que c'est un enjeu et ce sera une réussite collective. Et je veux terminer par ce message-là. Je veux saluer tout le dynamisme, tout l'investissement qui est mis par l'ensemble des chefs d'entreprise, par tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Si nous avons aujourd'hui le taux d'emploi le plus haut depuis 50 ans, le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, un record d'embauche encore au mois de juillet dernier, c'est parce qu'il y a une mobilisation, une dynamique collective et le gouvernement, l'État sera aux côtés des entreprises pour leur permettre de continuer à se développer et à embaucher. Merci Gabriel Attal, merci à tous les intervenants, Laurent Wauquiez, Laure Kichel, Éric Monnet. On cède la place. Merci Raphaël, merci madame, merci beaucoup messieurs. Merci.